Bienvenue à cette deuxième journée du Festival de La Rochelle. Aujourd'hui, on va vous parler de 3 films qu'on a pu voir hier. Et on va commencer tout de suite par La Garce de King Vidor. Et je crois qu'Arsène a quelque chose de très... qu'il a vécu une expérience très particulière, je crois qu'il a envie de nous en parler. Je crois qu'on peut allumer le compteur du nombre de films devant lequel j'ai dormi. Dès le début, c'est-à-dire que le film a commencé, Olivier m'a proposé un chewing-gum, je fais non, ça va aller, je pense. 5 minutes après, Olivier, je veux bien un chewing-gum. Puis ça n'a pas suffi, je me suis malheureusement endormi. Du coup, je ne peux rien dire sur ce film. Si ce n'est que je trouve la fin très, très bref, ouais, il faut finir, voilà, c'est tout. Olivier, un avis? Écoute, La Garce de King Vidor, assez mitigé, en vrai quand même plus positif qu'autre chose. Je trouve ça assez intéressant en termes de mise en scène. Il y a un sens du cadrage qui personnellement me plaît. Je trouve ça très intéressant pour son héroïne principale, qui commet des actions au fur et à mesure du film assez répréhensibles, pour le moins. Même si d'un certain côté, personnellement, c'est très bizarre. Je me suis quand même en partie attaché au personnage avant de m'en détacher au fur et à mesure, même s'il y a des scènes qui alors je suis quand même dans une bonne partie du film, même si je finis par en sortir aux alentours des deux tiers, je dirais à peu près. Il y a des scènes que je trouve pas tout à fait réussies. Je trouve que l'introduction, on en discutait d'ailleurs à la fin du film, c'est assez dommage. Il y a une voix off qui cache pas mal de trucs, qui nous explique vraiment oui, alors on voit tel truc à l'écran, il se passe tel truc, la ville est déserte alors qu'on a des plans vides. Merci. Ça n'a pas spécialement d'intérêt, ça aurait pu être un peu plus silencieux pour ensuite ramener une voix off. Il y a aussi la fin en effet qui a des petits soucis, c'est assez rapide, tout se règle en 2 plans et je trouve ça assez dommage. Donc c'est un film qui est assez intéressant, qui a ses failles pour le coup. J'y crois beaucoup moins au fur et à mesure en termes de jeu et des récits. Assez mitigé au final, ouais, je trouve ça intéressant sur plusieurs points mais assez faillible tout de même. Mais oui, du coup, moi je crois que globalement je suis peut-être le plus positif sur le film. Donc effectivement, moi c'était mon tout premier film avec Bette Davis. Et du coup, je comprends peut-être un peu mieux l'image qu'elle a pu avoir à ce moment-là dans le Hollywood. Puisque là, c'est un film qu'elle fait en 49. Et ce qui est très intéressant aussi sur la caractérisation du personnage, c'est qu'effectivement, c'est d'avoir un personnage féminin central comme protagoniste, une héroïne. Qui soit foncièrement immorale sur différents points. Qu'on montre en train de prendre un vrai plaisir à manipuler les gens, à tromper ses proches pour atteindre une situation sociale encore plus confortable qu'elle l'est déjà. Et pour vous dire à quel point le film est innovant dans cette caractérisation-là, c'est que le tout début du film, tu parlais de cette introduction avec une voix off un peu lourde, effectivement la voix off est un peu lourde, mais encore avant ça, on a un panneau de texte qui défile, qui nous fait comprendre de façon un peu mystérieuse et un peu poétique que grosso modo, attention, on va filmer un personnage un peu maléfique, mais il faut bien regarder le mal de temps en temps. Ne pensez pas qu'on pense que ce personnage est une bonne personne, on vous le montre, mais on vous dit qu'elle est pas bien. En gros, donc on est sur ce stade de rapport à la moralité et au personnage. Féminin surtout. Et bon, pour revenir vite fait sur la fin, moi je la trouve assez intéressante. Il y a des petites choses effectivement qui marchent pas très très bien, mais je la trouve plutôt longue, moi. Il y a ces 3 plans à la toute fin, mais ce qui arrive ce qui arrive au personnage, en fait, ça fait 5 minutes, 2 minutes que ce que la toute fin raconte est raconté en fait. C'est très progressif. Et puis donc ça se permet même d'ailleurs de rares petites expérimentations. Donc c'était aussi mon premier film de King Vidor. Donc je serais ravi d'en voir d'autres, même si de ce que j'ai compris c'est pas le plus vénéré de sa filmo. Mais du coup voilà, moi perso j'ai plutôt apprécié le film, j'ai trouvé assez beau. Je trouve que tout le monde joue assez bien. Voilà, Joseph Cotten aussi est super dans le film. Voilà pour La Garce de King Vidor. Et donc ensuite, on est allé voir Le Distrait, un film écrit, réalisé et dans lequel joue Pierre Richard, qui est son tout premier film de réalisateur et qui est vraiment le film avec lequel il commence vraiment à se démarquer en tant qu'acteur burlesque dans le cinéma français. Ouais, très franchement, sinon Le Distrait, c'est une découverte, je trouve, plutôt sympathique. C'est une comédie qui marche pas trop mal, qui est assez rigolote, assez légère sur pas mal de points. Du coup, sur Pierre Richard qui joue un mec qui est distrait, qui pourrait se résumer à un mec qui a un immense trouble de l'attention et un déficit chronique de la mémoire, ou à une adaptation plus ou moins fidèle de Gaston Lagaffe. Mais non, c'est un film qui est assez léger, qui passe plutôt bien, qui est, je trouve, pas si mal écrit,
qui est plutôt bien joué. Je trouve que Pierre Richard est convaincant dans le rôle. Pareil pour Bernard Blier qui joue un patron d'entreprise assez fulminant. J'ai quelques petites déceptions en termes de mise en scène. On en parlait, certains gars qui sont pas forcément toujours très bien filmés. Il y a des soucis techniques, notamment des plans dans lesquels les sons sont complètement désynchronisés, mais bon... Est-ce que c'est très grave? Bref. Et quelques gags dont on pourrait remettre en question la présence dans le film. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt innovants, mais est-ce qu'ils servent réellement le scénario? Pas forcément. Ils permettent peut-être de s'attacher un peu plus au personnage, notamment un gars qui se passe dans un sous-sol avec des oiseaux. Mais est-ce que ça fait réellement avancer le scénario? Pas énormément. Est-ce que c'est très grave? Pas trop non plus. Et au final, non, ça reste un film de très bonne facture, je trouve. À vous les cocos. Oui, le distrait de Pierre Richard, belle découverte, tu l'as dit. Surtout que donc il l'a réalisé. Et puis cette fois, Pierre Richard s'autorise à avoir du dialogue plus littéraire, je sais pas, enfin de langage, mais il s'autorise à faire des longs monologues très travaillés. Et assez bien filmé pour le coup, même si oui, certains sketchs, tu l'as dit, ont un potentiel comique assez énorme, mais sont malheureusement mal filmés, mal découpés, et ce qui rend le sketch moins drôle ou pas drôle. Donc ça c'est dommage. Et sinon sur l'histoire, oui, en vrai, sur le monde de la publicité, je trouve que c'est plutôt pas mal, jusqu'où la publicité trouvera des astuces totalement folles et débiles pour faire acheter le produit. Mais sinon, belle découverte. En vrai, des fois c'est plutôt pas mal réalisé, notamment au niveau des décors. Je trouve que les décors, on le disait, il y avait une interview au début qui comparait ce film au cinéma de Jacques Tati, et c'est vrai qu'on peut faire cette comparaison. Il y a vraiment des ressemblances frappante entre ce cinéma-là et ce film. Mais il y a de vraies idées de montage, par exemple. Pour décrire un personnage, celui de Bertrand Blier, qui est chef d'entreprise... Bernard Blier, qui est chef d'entreprise d'une société de publicité. Donc il va faire des jump cuts sur lui qui est face à son bureau et qui présente un verre qui va se servir par une main qui va se téléporter, ou qui tend son cigare et qui va se faire allumer par une main qui se fait téléporter. Donc ce genre de représentation du pouvoir, je trouve que c'est bien amené, surtout que ce sketch revient dans le bureau du sous-sol où Pierre Richard est seul et s'imagine en tant que directeur. Donc voilà, donc il y a des petites astuces comme ça que je trouve superbes, et c'est un film assez poétique aussi. Voilà. Bon, je suis globalement de l'avis de mes deux comparses, et donc je reviendrai très très rapidement sur 2-3 choses. Effectivement, je trouve le film est assez drôle. Il y a des petits couacs de mise en scène, c'est vrai, ou de découpage. Mais c'est sa première, on peut l'entendre. Mais effectivement, tu le précisais, il y a quand même pas mal d'idées de montage, il y a quand même pas mal d'idées de réa qui sont assez intéressantes, ou d'expérimentation. En fait, qui nous apparaissent pas comme de l'expérimentation radicale parce qu'on est dans une comédie, tout simplement. C'est que parce ça nous prête à rire. Mais il y a quand même pas mal de choses. Ou alors t'as ce sketch par exemple de Bernard Blier qui repense à la mère du personnage de Pierre Richard avec lequel il a une aventure. Et du coup, il a des souvenirs merveilleux qui apparaissent. Il y a l'image du souvenir merveilleux qui apparaît en haut à droite du cadre et qui remplace l'image entière. Donc c'est ce genre d'expérimentation là, par exemple, que oui, non, globalement le distrait de Pierre Richard, moi j'y croyais pas, j'y allais pas avec beaucoup de passion ou d'intérêt, mais finalement c'était une super surprise, quoi. Donc GG. On vous avait parlé de La tendre indifférence du monde, on vous dirait qu'on irait le voir, qu'on vous en parlerait. Donc un film de Adilkan Yerzanov, cinéaste kazakh. Finalement, il y avait énormément de gens qui avaient fait la queue pour voir le film, on n'a pas pu rentrer dans la salle. Donc on se contentera, vous contenterez d'ailleurs, du film qu'on a pu voir hier soir, qui est donc Le roman d'un tricheur de Sacha Guitry, qui est un film qu'il fait en 1936. Mais il se trouve que c'est génial. Le roman d'un tricheur, en gros, c'est l'histoire d'un personnage qui est joué par Sacha Guitry lui-même, qui est donc un homme de 55 ans, puisqu'il le dit lui-même, un homme de 55 ans, et qui en gros écrit ses mémoires, qui écrit son roman, le roman d'un tricheur. Il raconte sa vie
de sa petite enfance dans une famille nombreuse jusqu'à sa vie de tricheur, de croupier, de lobby boy dans un grand hôtel, ou de son taf dans un quartier de Monaco, voilà. Donc il raconte sa vie. Et le dispositif qui fait que le film est assez génial, c'est que voilà, d'une certaine façon c'est un film muet, c'est-à-dire que tous les plans de flashback qui nous sont montrés ne comportent pas de son, ou presque, mais tout ce qu'on entend c'est donc la voix off de Sacha Guitry, qui est donc le texte que son personnage écrit dans ce roman. Et donc il y a un jeu constant sur ce qu'on voit à l'image et ce que dit Sacha Guitry, avec parfois beaucoup de précision, avec parfois des euphémismes qui deviennent très très drôles, dans la façon qu'il a de suggérer des choses. Voilà. Et donc cette forme très très avant-gardiste en fait, parce que encore une fois c'est un film de 1936 avec pas mal d'expérimentation de montage et de mise en scène aussi, de cadrage. Comme on n'est pas sur une fiction classique qui peut se permettre énormément de choses en termes de mise en scène et tout. Et donc ça rend le film hyper stimulant à regarder. Et puis surtout c'est vraiment très très drôle, vraiment bien raconté. Et puis malgré toute la misogynie qui pouvait faire le travail et le quotidien de Sacha Guitry, c'est vrai que il écrit bien ce con. il écrit bien ce con. Donc globalement moi j'y allais un peu à reculons, je savais pas trop quoi penser, surtout qu'il était très tard, on y allait à 22h30. Et ça durait qu'1h20 finalement, et c'était vraiment une super surprise. Donc voilà, le roman d'un tricheur. Oui, encore une fois, très belle découverte. Sacha Guitry, je ne connaissais pas du tout, ou pas trop, juste de nom. Et le roman des tricheurs, je savais que c'était son film culte, ou un de ses films cultes qu'il fallait absolument voir. Et tu sens que c'est un film donc, qui est hyper moderne, qui est extrêmement bien cadré. Rarement vu un film aussi bien cadré, sur tous les plans. Mais tu sens que c'est un film qui a inspiré beaucoup de cinéastes. On a vu des traces de Wes Anderson, de Damien Chazelle à un moment, oui monsieur, et même de Woody Allen. En vrai, sur le fait de jouer avec le quatrième mur, sur l'écriture en général, même un peu sur le personnage, je dirais. J'en dirais pas plus, mais oui, donc une vraie belle découverte. Et surtout que c'était fluide quoi. C'est un film de 1936, mais la fin, comment c'est joué avec la comtesse, ça n'a pas du tout vieilli. Enfin, limite c'est deux personnes qui viennent de notre époque, et enfin à part le langage un peu soutenu, mais voilà. Sinon franchement c'était assez fluide, vraiment super, et je vous le conseille vivement. Ça dure vraiment 1h20, donc c'est très cool. Voilà. Bon passons en troisième en dernier, et mes deux compères ayant quasiment tout dit, je vais faire concis. Non, rien à dire, en effet c'est un film très fluide, un film très réussi. Pas l'un des mieux cadrés que j'ai vu, mais extrêmement bien cadré et très bien réalisé. Non, mais sinon, pour parler du film en lui-même, c'est un très bon film qui est en effet, tu l'as dit, très fluide, qui a une véritable maîtrise d'écriture. Il y a vraiment très 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 peu de défauts. À la rigueur, une ou deux scènes qui sont peut-être un peu longues, notamment un gag où il se déguise et vient devant la caméra, etc. Qui est intéressant, qui est assez marrant, mais qui dure peut-être un petit peu de temps. Mais c'est un film qui se permet aussi de jouer avec le montage, c'est-à-dire qu'on a des scènes qui, comme dans un montage d'aujourd'hui, on passerait une vidéo en avant, en arrière pour faire des montages un peu con sur des musiques, il fait exactement la même chose, et en 36. Non, c'est un film qui est assez recherché, qui fonctionne plutôt bien, qui en effet a une petite poésie, qui est très bien joué aussi. J'ai vu personne qui était en dessous de qui que ce soit. Je trouve ça vraiment très convaincant, et même quand c'est des enfants qui sont dans la caméra, ils sont très convaincants. Alors parce qu'en plus il les fait jouer de manière assez caricaturale d'un côté, et ensuite alors on peut se dire oui mais ces enfants il les fait jouer de manière simple et caricaturale, etc. Et ensuite il arrive à leur faire jouer des plans où ils sont assez touchants, où ils pleurent de manière assez convaincante, et pour ça non c'est un film qui est très réussi. Je vous le recommande chaudement, même si bon, ça a pu un peu vieillir sur certains points plus thématiques. On est en 36, voilà. Mais ça reste une très très belle découverte. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on va aller découvrir Classified People, qui est donc un documentaire de Yolande Zaberman, qui est donc fait ce moyen métrage documentaire en 1987, Classified People, donc qui a l'air très particulier, qui parle de l'apartheid sous l'angle de l'intime. On vous en reparle demain. Après ça, on ira se confronter, s'essayer
douloureusement ou pas, on vous en parlera, à Antichrist de Lars von Trier, qui est donc l'un de ses films les plus violents, dérangeants, interdits aux moins de 16 ans notamment, donc voilà, l'un de ses films les plus sulfureux, provoquants. Donc on verra bien ce que ça donne. Et après ça, dans la soirée, on reviendra sur Les Filles d'Olpha, qui est donc un documentaire de Kauter Benania, projeté à Cannes cette année, et qui va être un film assez particulier, dont on vous causera un petit peu. Écoutez les gens, on vous parle de tout ça demain. Sur ce, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous, suivez-nous sur Insta ou sur Twitter, et salut!